Je pense que si tu mettais le bras en arrière-plan. Comme ça. Comme ça, tu te sens... Ça rajouterait un petit peu de... Ça t'aide? Ah. Un bras, un coup de main. Hop, voilà, t'as un coup de main. Allons-y. Qu'est-ce que je regarde exactement? Tu regardes l'objectif. Ah. Alors, détends-toi, c'est simplement une conversation entre amis, détendue, de 10 minutes. Tu réponds si tu as envie de répondre, si tu n'as pas envie de répondre, tu ne réponds pas. Tu peux dévier vers quelque chose que tu as envie d'exprimer ou autre. C'est une conversation, ça implique que ça aille dans les deux sens. Non, c'est une conversation unilatérale. Orientée. Unilatérale. Ce n'est donc pas une conversation. Très bien. Tout d'abord, tu es le premier à m'avoir demandé de faire une interview. Alors, je voulais savoir pourquoi. Alors, ça c'est une bonne question. Je pense que d'une part, il y a la curiosité de savoir comment est-ce que, face aux questions qui me sont posées et par rapport aux questions que j'ai vues que tu posais aux autres gens, qui étaient des questions assez abstraites et profondes, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas forcément habitué, c'est-à-dire à réfléchir à des choses qui sont plus abstraites, et je pense que ça a incarné une espèce de challenge pour moi que de me dire, si je reçois des questions à l'improviste qui sont de nature très abstraite, quelle serait la première réponse qui me viendrait en tête? Parce que justement, je n'ai pas l'habitude que de réfléchir de manière si abstraite et que je suis d'autant plus rationnel d'habitude. Donc il y a un petit peu cette idée de challenge et puis aussi la curiosité tout simplement de juste pouvoir me voir et voir comment est-ce que j'ai réagi dans un cadre un petit peu, on va dire, visuel, un petit peu plus sérieux qui apparaît sur les réseaux sociaux, enfin des sites, en l'occurrence YouTube. Donc voilà, c'est un petit peu ce mélange de curiosité qui m'a fait prendre l'initiative que de te demander ceci. Pour toi, ça veut dire quoi? Comment tu définis le mot spiritualité? Comment je définis le mot spiritualité? C'est quoi la spiritualité pour toi? Ok, déjà je vais commencer par dire que ma vision de voir les choses, quand on me demande par rapport à l'essence de quelque chose, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, dans ce cas-ci, qu'est-ce que la spiritualité, j'ai une vision assez directe et rationnelle qui convient à dire, en gros, c'est ce qui est dans le dictionnaire. Donc je pense que la sémantique est quelque chose qu'on a inventé vis-à-vis le langage, la parole, les définitions, et un peu tout est regroupé dans un dictionnaire. Et c'est un petit peu ça ce qui va tendre à définir ce qu'est quelque chose ou ce qui n'est pas, de manière plus ou moins objective. Après, on a tous nos visions un petit peu subjectives sur les choses, etc. Mais juste dans mon état d'esprit, j'ai plutôt tendance à calquer mes pensées subjectives par rapport à la version plus objective et uniforme, qui est ce qui est dans le dictionnaire. Donc, en l'occurrence, la spiritualité, j'aurais tendance à la découper en deux parties. Donc, la spiritualité, on va dire, plutôt religieuse, et la spiritualité plutôt dans le sens philosophique. Donc, religieuse par rapport aux croyances que l'on puisse avoir envers un individu, une doctrine, peu importe. Philosophique plus par rapport à ce que dégage l'esprit, un petit peu l'opposition entre la physicalité, donc le corps dans lequel on est, et la spiritualité serait notre ensemble total, moins la partie physique de l'ensemble physique. Et donc il resterait juste l'ensemble spirituel, à savoir ce qui se passe ailleurs que dans le corps, donc tout ce qui est plutôt au niveau du cerveau, les pensées, l'esprit, tout ce genre de choses. Mais après... Parce que pour toi, la conscience se trouve à un endroit précis, la conscience. La conscience se trouve-t-elle à un endroit précis? Dans le cerveau, par exemple. La science, qu'est-ce qu'elle dit là-dessus, pour toi? Je ne prétends pas être expert en science, mais quant au mot conscience, j'aurais quand même tendance à imaginer que c'est quelque chose qui se dégage, en l'occurrence, à l'intérieur du cerveau. Qui se dégage? Ouais. Donc qui se concentre,
qui se concentre, on va dire, donc qui se trouve à l'intérieur du cerveau. Et donc je pense que c'est plus ou moins ce que la version scientifique de la conscience aurait tendance à dire. Enfin, tu peux me dire si c'est le contraire. Mais bon, je pense que ça m'a l'air d'être quelque chose qui se développe et qui est créé donc à l'intérieur du cerveau via tous les neurones et les pensées qui circulent au travers de celui-ci. C'est une émanation du physique. Ouais, selon moi. Pour toi, la science est-elle une religion? Non. Quelle différence tu fais entre... Pourquoi est-ce que la science n'est pas une religion? Pour revenir un peu à ma réponse lors de la première question, j'aurais plutôt tendance à calquer la définition de la religion sur la définition objective. D'une part, je pense qu'il y a la définition uniforme dans le dictionnaire d'une religion. Je ne sais pas ce qu'elle est exactement, mais je suppose qu'elle fait référence à un ensemble de croyances qui relient des peuples, etc., de manière sociale, culturelle, etc. Je pense aussi que de manière traditionnelle, et pas forcément uniforme et objective, la religion a plutôt eu tendance à donc invoquer la croyance en un être divin, ou pas dans certaines des religions, mais dans la plupart un être divin qui serait à l'origine de la création du monde dans la plupart de ces religions, pas toutes. Et donc je pense que la science ne reflète tout simplement pas cette définition aussi de la religion, à savoir que la définition d'une science... Il n'y a pas de Dieu pour la science. Je ne sais pas si la science se positionne exactement sur l'existence ou pas d'un Dieu, mais je sais en tout cas qu'elle ne cherche pas à y répondre et que ce n'est pas quelque chose qu'elle prétend. Et donc, rien que ça, par opposition aux religions, c'est déjà une certaine forme d'opposition, à savoir qu'elles n'ont pas la même finalité, elles ne dégagent pas les mêmes principes, les mêmes valeurs. Et donc, pour moi, il n'y a pas vraiment lieu de faire de parallèle enfin, un parallèle peut-être, mais il n'y a pas lieu de vouloir associer l'un à l'autre. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y en a un qui gère le rationnel et l'autre l'irrationnel? Entre autres, oui. J'allais te demander quel sens tu donnes au mot Dieu. Là, tu vas me répondre que c'est le sens qu'il y a dans le dictionnaire, c'est ça? Mm-hmm. Toi, tu ne vois rien dans ton existence qui dépasse l'humain, l'homme. Tout est... Je ne sais pas si ma question est assez claire. Ou si tu veux Elle l'est relativement, mais tu peux la détailler. Je pense que ça ne pourra faire qu'aider. Le temps que tu détailles. Est-ce que nous sommes est-ce que nous sommes simplement pure matière qui se développe, ou est-ce que toi, intrinsèquement, est-ce que tu as l'intuition qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand, ou quel est ton positionnement par rapport à quelque chose d'intelligent qui est au-delà de l'homme? J'aurais tendance à donc réfuter cette hypothèse de la possibilité, enfin, de l'existence de quelque chose de plus grand que l'homme, tout simplement parce que pour moi, la position à avoir par défaut, c'est la position rationnelle, à savoir ce que l'on voit, ce que l'on sait, qui est plutôt dictée par la science. Et j'aurais tendance à avoir ça comme position par défaut, et d'après possiblement t'orienter vers une autre hypothèse plus large qui inclut plus de choses, mais qui inclut aussi certaines preuves assez tangibles, etc. Donc ça, c'est ma position. Et au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de preuves tangibles, et tous les éléments plus ou moins tangibles, scientifiques,
ont l'air de se diriger vers un non pour la réponse à cette question. Donc ça, j'aurais tendance à avoir cette position par défaut et puis ensuite pouvoir me poser la question d'autre chose. Je pense que l'humanité, traditionnellement parlant, a un petit peu eu tendance à faire les choses un petit peu à l'envers de moi, donc à avoir la position par défaut plutôt irrationnelle en pensant qu'il y a effectivement quelque chose de plus grand et se contenter de cette position par défaut et rester un petit peu dessus. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est d'abord la science qui doit dicter dans un premier temps, la raison en tout cas doit dicter dans un premier temps les premières hypothèses qui sont les plus tangibles et plus faciles à exécuter. Et à partir de là, ça peut se développer vers d'autres choses. Est-ce que moi, je crois en l'existence de quelque chose de plus grand? Non. Je pense aussi dit que le cerveau est un muscle extrêmement puissant, le cerveau humain, et que celui-ci est capable de mener pas mal de phénomènes psychiques au niveau des neurones, etc., qui peut donner l'impression qu'il s'agit de quelque chose de plus grand que l'humain, mais c'est juste que voilà, le cerveau, en l'occurrence, c'est quelque chose de très puissant, mais ça reste à l'intérieur de l'humain, et ce sont des choses qui sont assez difficiles à discerner et à comprendre de part et d'autre. Mais ça reste quelque chose qui est intrinsèque à l'humain et qui ne s'étend pas forcément à quelque chose d'au-dessus de l'humain. Donc c'est plus ou moins l'hypothèse que je garde par rapport à tout ça. Et tu peux même étendre cette hypothèse aux animaux tout en général. Et donc je vois vraiment l'humain comme un animal, à savoir c'est objectivement ce que c'est, donc un animal. Et que donc je pense que il n'y a pas lieu, par exemple, de dissocier les humains d'un animal quelconque. Et donc, si tu veux faire l'hypothèse de quelque chose de plus grand, ben pour moi, c'est une hypothèse que tu devrais étendre à d'autres animaux. Par exemple, dire qu'au-dessus des grenouilles, il y a quelqu'un de plus grand, etc. Ce qui au moins donnerait une espèce de cohérence par rapport à l'opinion. Mais donc voilà, moi j'ai vraiment tendance à voir la Terre comme une planète, les individus qui sont sur cette terre comme des êtres, qui sont classifiés en humains, etc. Et chaque être a leurs propres caractéristiques, etc. Il s'agit juste que l'humain a cette faculté de comprendre et de se développer, et ce muscle très puissant qu'est le cerveau, qui fait qu'il y a lieu de pouvoir donner penser à beaucoup de choses qui sont irrationnelles, mais tant que je me braque sur ce qui reste très tangible. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer, qui pourrait te faire, on va dire, changer d'avis, ouvrir l'esprit, ouvrir quelque chose vers l'inconnu? En gros, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire en sorte que tu crois en un Dieu? Qu'est-ce qui pourrait faire que tu crois en un Dieu? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que tu crois en un Dieu? La réponse directe que j'aimerais apporter, c'est une certaine forme de tangibilité par rapport à son existence. Par tangibilité, tu veux dire matérialité? Pas forcément matériel au sens matériel au sens littéral du mot matériel, mais tout simplement une forme de tangibilité. Ça peut être dans la pensée, quelque chose que un fait, une pensée qui parvient à mettre une certaine forme de tangibilité sur l'existence d'un Dieu. Et c'est un peu difficile pour moi d'essayer de définir qu'est-ce qui pourrait donner lieu à l'existence d'un Dieu, en sachant que ma position est que l'existence d'une divinité quelconque reposerait d'abord sur des preuves plus ou moins scientifiques et irréfutables. Donc on me demande un petit peu de basculer du rationnel à l'irrationnel en une fois, et c'est un peu un exercice assez compliqué à faire. Donc, je reste ouvert à la question, est-ce que quelque chose pourrait me faire changer d'avis? Je pense que c'était la première question qui fut posée. Mais juste je pense que je suis assez cohérent par rapport à ce que je vois, ce que je sais, qui est très tangible, scientifique, rationnel. Et si jamais l'existence d'une divinité quelconque reposait sur ces principes de la rationalité, de la tangibilité, de la science, éventuellement, je doute que ce soit jamais le cas. Moi, j'étais comme toi il y a de cela à peine 2 ans, et j'ai été confronté personnellement
à quelque chose qui m'a complètement fait changer de regard. Toi, tu m'as connu il y a 2 ans avant. Il y a 12 ans. Hein. Voilà, tu m'as connu depuis toujours. Et quel est ton regard sur, entre guillemets, ce qui m'est arrivé, l'ouverture que j'ai maintenant? Est-ce que pour toi, ça te paraît quelque chose d'exotique? Est-ce que ça ressemble à une maladie, de la folie? Comment est-ce que tu vois la chose? Bonne question. Je pense que déjà dans un premier temps, ça dépendrait fortement de ce que tu as vécu en l'occurrence, comment ça s'est manifesté, par quoi ça s'est traduit. C'est pas une histoire par rapport à laquelle je détiens toute la véracité, l'exhaustivité des faits. Donc ça, c'est une première question. Si tu me poses par rapport à toi-même, ta personne, c'est quelque chose d'étonnant. Et je suis en effet très curieux et très surpris de la manière dont on puisse faire le switch un petit peu tout simplement de la rationalité à ce qui est moins rationnel en une fois. Je me pose pas mal de questions sur le comment et le pourquoi. Après, voilà, je pense que l'être humain reste sensible à certaines expériences qui peuvent le bouleverser d'une manière ou d'une autre. Et à la limite, je peux comprendre qu'un certain événement lambda puisse se traduire par des croyances, des pensées qui soient totalement à l'inverse ou à l'opposé de ce que quelqu'un croyait dans un premier temps, mais c'est quelque chose auquel moi, j'ai l'impression d'être plutôt immunisé par rapport à ça. Mais justement, j'aurais eu tendance à croire que tu étais aussi immunisé par rapport à ça dans un premier temps. Donc, je suis un peu curieux par rapport à ça. A priori, j'aurais tendance à dire que je vois difficilement ce genre d'expérience m'arriver à moi. Mais bon, à voir. Il faut pouvoir tout envisager. Est-ce que l'idée d'une vie après la mort te réjouirait? Est-ce que ce serait une bonne nouvelle ou bien est-ce que tu te suffis à ta vie Ça dépend du type de vie. Pour info, mon hypothèse à moi, qui n'est pas forcément appuyée sur des fondements super rationnels ou en tout cas scientifiques, et qu'il n'y en aurait pas. Après, est-ce que la vie après la mort est quelque chose dont je puisse me réjouir? Peut-être. Cela dépend de la vie en question. Dans ce que tu dis que tu as un avis sur l'après-vie. Et c'est quoi? Le néant, tout simplement. Je vois ça comme une espèce de... Si on veut, je vois ça un peu comme une espèce de switch on, switch off, très simplement. Donc ça veut dire qu'on a un individu qui est vivant, donc par la définition même du vivant, avec toutes les pensées qui le régissent un petit peu dans son cerveau, sa physicalité. Une fois que l'être vivant passe du stade à l'état de vivant à l'état de non-vivant, je pense qu'il y a tout simplement une espèce de switch. Sur la physique, bon, mais ça c'est très bien documenté et assez facile à déduire, mais aussi sur le spirituel et sur l'âme, tout simplement, à savoir qu'on passe de penser à certaines choses à simplement ne plus rien penser parce qu'il n'y a plus aucune connexion entre le cerveau, le corps et l'être en question. Donc j'ai juste... on serait l'équivalent de rien, quoi, du néant. On ne ressent rien, on ne pense rien, on ne vit rien. Ça me paraît le plus cohérent, hein. C'est juste une hypothèse et c'est assez subjectif, je le reconnais. Mais... Est-ce qu'on peut dire que ce rien, c'est de la conscience ou pas? Ou c'est... Non. C'est pas quelque chose d'intelligent, c'est... Non, totalement. La conscience serait totalement déconnectée de l'être dans ce cas, donc il n'y a plus rien qui relie l'être. Absolument plus rien. Donc c'est mon hypothèse, hein, je pense que c'est la plus cohérente. On sait déjà que c'est ce qui se passe d'un point de vue physique, donc pourquoi pas tout simplement spirituel. Ça paraît le plus logique. Donc je me rattache un petit peu à ce qui paraît le plus logique. Je
peux être ouvert à l'idée que quelque chose, cette hypothèse-ci, ne soit pas la bonne, mais bon. En termes de pourcentage, En termes de pourcentage, je ne sais même pas comment essayer de pouvoir après un peu essayer d'appréhender la chose, essayer de voir comment est-ce qu'on fait des calculs 4 chances sur 5, 3 chances sur 2, comment est-ce qu'on placerait les hypothèses, combien d'hypothèses y a-t-il, laquelle faire les pondérations, etc. Mais bon, vu qu'on parle de ce qui est fortement plus que probable pour moi, et si tu veux un pourcentage pour le bienfait de ton audience, un petit 80%, une paire d'as contre une paire de rois. est-ce qu'on peut être sûr de quelque chose dans la vie? Alors, si je me rattache à la définition de sûr, donc un peu comme synonyme de certitude, si on veut, par rapport à ce que je pense que la définition est. Donc ça veut dire, en gros, en mettant ça en termes de pourcentage, 100%. Oui, tout simplement. Je pense que certaines hypothèses peuvent tout simplement être approuvées avec un intervalle de confiance qui sont égal à 100%. Peux-tu me dire quelque chose qui est sûr à 100%? Une seule chose. Le fait que mon prénom soit Sina. Parce qu'on définit le prénom, et encore une fois, comme je dis, la sémantique est définie pour un petit peu déterminer une certaine forme d'objectivité. Si on définit le prénom comme le champ qui est fourni à la commune lors de la naissance qui suit le prénom, et ben si ça c'est la définition et l'hypothèse à laquelle on part et qu'on arrive à prouver sous l'hypothèse que tiens, le champ qui était rempli à la commune après prénom était Sina, eh ben, on peut dire avec certitude que mon prénom est Sina. Ben, ça part d'hypothèses objectives et donc avec des hypothèses bien définies qui sont définies notamment par la sémantique qui dit que voilà, un prénom c'est ceci. Est-ce que la matière existe? Je ne sais pas si tu t'y connais en sciences, mais est-ce que on est sûr que la matérialité existe? Tu peux développer ta question. La matière pour toi c'est quoi? Je t'invite à consulter le dernier Larousse. C'est parce qu'en physique quantique, plus on creuse pour chercher ce qu'est la matière, plus on se rapproche du rien, du vide. Chaque fois du vide, de plus en plus de vide, et on n'est pas sûr de ce qu'est la matière. Donc la chose fondamentale sur notre propre corps, on n'est pas sûr, entre guillemets, qu'il soit, j'allais dire qu'il existe, mais peut-être qu'on est composé que de vide et qu'on est simplement comme des aimants qui donnent l'impression de dureté, de texture, qu'on n'est qu'une composition énergétique. Je pense qu'on rentre quand même assez fort dans l'abstrait, et puis qui dit abstrait... C'est là qu'en est la science actuellement. Sur certaines choses, certes. Je ne pense pas que la science est censée pouvoir tout expliquer. Après, je pense qu'au plus on rentre dans l'abstrait, au plus les parts de subjectivité deviennent plus importantes. Donc si tu veux être de l'avis que le corps est nul, ou qu'il n'y ait pas de matière, etc., je pense que c'est une opinion que tu peux avoir, et que justement, au plus on rentre dans l'abstrait, au plus on dépend un petit peu plus chacun de son opinion, totalement subjectif, etc. Et donc, tu sais, moi j'aurais tendance à me rattacher, comme je dis, à tout ce qui est terminologie. Si après tu veux être de l'opinion que la terminologie n'est pas censée dicter l'essence même d'une chose, tu peux, libre à toi d'avoir tes avis subjectifs, mais moi c'est pas forcément un débat qui m'intéresse que de pouvoir définir l'essence des choses comme autre chose que ce qui a déjà été défini. D'accord.
Dernière question, pour toi, qu'est-ce que l'instant présent? Qu'est-ce que le présent? L'instant présent. Tu as entendu parler de cette expression. C'est quoi pour toi? Pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui... c'est pas forcément quelque chose qui existe et qui soit tangible, parce que si tu penses d'un point de vue juste purement temporel, bon, on peut prendre la métrique que tu veux, que ce soit seconde, minute, heure, etc. Bon, je pense que ça n'a pas forcément de sens ou de logique de dire que l'instant présent, c'est le jour d'aujourd'hui, l'année dans laquelle on est. Tout ça, ce sont des métriques totalement arbitraires. Donc, ça veut dire qu'une minute, en l'occurrence, c'est 60 secondes. Ça aurait très bien pu en être 43 ou quoi que ce soit. Donc, je ne pense pas que c'est du sens de dire que l'instant présent se rapporte à une certaine métrique, donc que ce soit minute, seconde. Donc j'aurais tendance à dire que l'instant présent est censé caractériser donc ce qui ne fait pas partie du passé et ce qui ne fait pas partie du futur, donc vraiment l'intersection entre les deux. Mais bon, après, comme tu dois bien le comprendre, on peut un peu toujours descendre par rapport à la seconde, la nanoseconde, etc., et descendre jusqu'à des particules de secondes, si tu veux, qui sont censées représenter l'instant présent, à savoir l'instant vraiment t, d'un point de vue scientifique, donc par rapport à t-1 ou t+1, vraiment l'intersection entre les deux. Et bon, évidemment, vu que c'est quelque chose qui peut tendre vers l'infini, il n'a pas vraiment d'existence. C'est un petit peu si tu me demandes qu'est-ce qui se trouve juste avant le nombre 1. Est-ce que c'est 0,9, 0,99, 0,9? Ça tend vers l'infini. Et donc, je pense qu'au final, c'est pas vraiment quelque chose sur lequel on peut mettre un doigt dessus. Donc, c'est vraiment ce qui est dans le passé est assez clair. Donc, la phrase que je viens de commencer se trouve dans le passé. La phrase que je viens d'entamer se trouve dans le futur. L'instant présent est censé être entre les deux, mais vu que ça tend vers l'infini, je pense pas que ça puisse être matérialisé, en tout cas, d'un point de vue mathématique. Après, encore une fois, il paraît que le Larousse 2018 va sortir. Le Larousse 2019 va sortir bientôt. Et donc, je pense qu'ils auront beaucoup de questions, de réponses aux questions. Je pense encore à un truc. Quel est ton rêve actuellement? Mon rêve actuellement? Oui. Mais encore une fois, je pense que... Ok, donc si on regarde la définition de rêve, donc ce serait quelque chose auquel on aspire fortement, etc. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on devrait faire l'hypothèse de la singularité pour un rêve. Est-ce qu'il y en aurait un? Pourquoi plusieurs? Tes rêves. Donc si on dit que mes rêves, ça définit ce à quoi j'aspire. Par exemple, ce soir, j'ai joué au badminton, je vais jouer au basket, j'aspire fort à manger un bon spaghetti bolognaise. Ça peut être très bien caractérisé par un rêve. Après, le rêve, c'est juste une espèce de, on va dire, c'est censé un petit peu dramatiser une aspiration, de sorte à ce que ce soit vraiment quelque chose de... Je pense que c'est une notion qui a sûrement été créée parce que, voilà, c'est quelque chose qui en joue un petit peu l'humain, de se dire, ah, voilà, j'ai une très forte aspiration, je peux mettre un nom dessus, rêve. Donc voilà, pour moi, je n'ai pas un rêve, mais j'ai des rêves, donc c'est un petit peu la somme de mes aspirations quant au futur qui s'inscrivent dans le cadre futur de ma vie. Et donc ça peut commencer très simplement par gagner le prochain match de basket, manger mon spaghetti bolognaise et puis aller jusqu'à plus court terme, à plus long terme et aller plus vers des objectifs qui sont beaucoup plus, peut-être plus conséquents, qui s'inscrivent dans un cadre temporel futur beaucoup plus loin. Donc c'est vraiment l'ensemble de tout ce à quoi j'aspire. Donc c'est un petit peu comme ça que je vois la chose et je ne peux pas mettre une certaine notion sur le mot rêve. Je ne sais pas si ça a du sens pour toi. Ça a du sens. Tu m'as pas dit précisément quels étaient tes rêves lointains comme je le pensais, mais tu as répondu à tes rêves du jour, là, aujourd'hui. En général, quand on demande quels sont tes rêves, c'est vers où tu veux aller dans la vie, quoi. Est-ce que tu as une direction? Est-ce que tu vas vers un endroit, finalement, dans ta vie, à toi, personnelle? Ou est-ce que tu te laisses porter par le quotidien? J'aurais plutôt tendance à me dire que je laisse porter par le quotidien, mais j'ai pas forcément cette vision un petit peu
un petit peu plus abstraite, un petit peu moins définie de ce que c'est une vision future, où est-ce que je m'oriente, etc. Pour moi, ça représente un petit peu trop... on est un petit peu trop dans l'abstraction et je vois vraiment ma vie un petit peu comme la somme des événements qui ont lieu, à savoir que voilà ce que j'ai fait avant, voilà ce que j'ai fait maintenant, voilà ce que je vais faire après. Et ma vie, là où je m'oriente, enfin mon chemin, c'est juste la somme un petit peu de ça. Et je pense qu'il n'y a rien au bout de ce chemin qui dicte ce que je fais au jour d'aujourd'hui. Donc, par rapport à la manière dont tu phrases la chose, j'aurais plutôt tendance à dire que je me laisse porter par le quotidien. Si tu as une phrase, une dernière phrase à dire à ceux qui vont voir cette vidéo, ce serait quoi? Tu peux le dire face caméra, vers la caméra, à la caméra, je t'en prie. Si j'ai une phrase, moi j'ai une citation d'Aristote qui me tient fort à cœur. Donc Aristote, philosophe grec, j'ai oublié son année de naissance et de mort. Mais il disait, l'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit. Et moi j'invite tout le monde à ne pas être l'ignorant parmi ces trois caractères. Merci. Merci David.